Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus que du foot. C'est le premier numéro hors série de C'est plus que du foot, donc on a toujours une interview, mais on va essayer de temps en temps aller explorer un peu d'autres horizons. Et aujourd'hui c'est Elliot Benchetrit, tennisman professionnel qui sera avec nous dans un instant. Avant ça, je vais vous présenter les chroniqueurs qui seront avec moi aujourd'hui. Younes sera avec nous dans un instant par téléphone et Rally qui est avec nous en studio. Salut Rally. Salut, ça va? Merci d'être avec nous, ça va très bien. Avec plaisir. Et ben les amis, on y va. Elliot est prêt, on l'appelle tout de suite, c'est parti. Normalement, Elliot est prêt. Allô? Allô? Salut, Oui. salut Elliot, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Elliot, on va essayer un peu de balayer ta carrière de manière chronologique. Donc d'abord, j'aimerais te demander comment tout a commencé pour toi dans le tennis. Alors moi, ça a commencé très jeune. Ça a commencé à l'âge de 3 ans où en fait j'étais au tennis club de Beaulieu et qu'il y avait un de mes frères qui jouait au tennis. Ouais. Et en fait, je voulais faire un peu comme lui. Donc du coup, je me suis mis au tennis petit. Jusqu'à à peu près mes 8-9 ans, 10 ans, je faisais 3 sports. Je faisais le ski, le tennis et le basket. Ouais. Et à partir de là, j'ai dû faire un peu un choix. Et c'est vrai que ça s'est orienté vers le tennis parce que c'était le sport, entre guillemets, où il y avait un peu le plus grand challenge pour moi. Parce que en basket, j'avais la chance d'avoir ma mère qui était pro au basket. Donc j'avais énormément d'avance par rapport aux jeunes. Mhm. Et du coup, il n'y avait pas spécialement de challenge pour moi parce que j'avais déjà un très bon niveau. Et ma mère m'a dit, mets-toi au tennis et au pire, si tu n'y arrives pas, tu joueras au basket. C'est pas très très grave, quoi. En 2017, tu gagnes tes premiers tournois futurs en simple et en double en Tunisie et au Maroc. Quel souvenir tu gardes de cette période-là où tu connais tes premiers succès? Disons que c'est des bons souvenirs, forcément, c'est des bons souvenirs. Après, c'est vrai que voilà, sachant les autres expériences que j'ai eues après, c'était le début du chemin, on va dire. C'était le début du chemin et comme tout chemin, quand on accomplit quelque chose de nouveau pour la première fois, on est hyper content. C'est vrai que une des premières fois où j'ai gagné au Maroc, c'était forcément spécial pour moi parce que j'avais toujours une bonne histoire avec le Maroc. Même en junior, j'avais gagné un grade 1 au Maroc qui m'avait amené à mon meilleur classement. Donc c'était un peu le lieu où toute la magie se passait en fait quand je jouais au tennis. Et voilà quoi. Donc on va dire que c'est des super souvenirs et que ça a amené à d'autres trucs par la suite. Mais c'est vrai que pour arriver à faire ça, il faut gagner plein de matchs et il faut passer par ces tournois-là, quoi. Donc en fait, c'était que le commencement de quelque chose. Donc voilà, quoi, tout simplement. Et donc tu fais tes débuts en Grand Chelem l'année suivante à Roland Garros où tu bénéficies d'une wild card et le tirage n'est pas Oui. clément avec toi. Tu joues Gaël Monfils au premier tour. Donc en tirant Gaël, tu auras l'honneur de jouer sur un grand court. Quel est ton sentiment quand tu pénètres pour la première fois sur le Suzanne Lenglen pour ce match? Forcément, hein, c'est rien que d'en parler, ça me redonne encore des frissons. Ça me donne encore des frissons d'en reparler. C'est vrai que voilà, le stade était presque plein au début du match. Après, il a été plein pendant le match. C'était quelque chose d'incroyable. J'étais hyper concentré et avec mon coach, on s'était dit voilà, on rentre sur le terrain pour gagner le match. Il y a pas de c'est ton premier Roland Garros ou quoi que ce soit où t'es jeune ou tu joues mon fils ou non, on rentrait sur le terrain pour gagner le match. Et c'est pour ça que j'ai fait un bon match, fondamentalement, surtout le premier set où je gagne le set, parce que j'avais l'ambition de le battre. J'ai pas été spécialement impressionné par l'événement parce que j'étais très très bien conditionné, on s'était très très bien préparé. Mais par contre, c'est vrai que c'était une super expérience, surtout vis-à-vis du public en fait, parce qu'il y avait une émotion et il y avait un public qui était complètement fou pour un premier jour à Roland Garros, sachant que j'ai joué un dimanche. Ouais. Et qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Donc c'est ça, on va dire, qui a été le plus remarquable, ça a été ma capacité en fait à être prêt à quelque chose que je ne connaissais pas en fait. Donc on va dire que c'était ça le truc dont j'étais le plus fier. Après forcément j'ai pas gagné mais voilà, c'est pas facile hein, de gagner en Bien sûr. 5-7 contre des joueurs comme ça. Et donc comme tu l'as dit, tu arrives à prendre la première manche quand même contre Gaël et tu t'inclines finalement en 4-7. Est-ce que ce genre de match et ce genre d'opportunités sont importantes pour un jeune joueur qui commence à faire sa place sur le circuit? Oui, je pense que forcément c'est important. Je pense c'est important surtout d'utiliser les opportunités à 100%. C'est-à-dire que faire figuration et venir sur le terrain et pas être capable de jouer son niveau,
c'est un peu dommage. Moi, c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai eu la capacité de me lâcher pendant tout le match. Alors oui, les 3 derniers sets sont un peu sévères, même si ça ne reflète pas le match. Mais j'ai eu la capacité de me lâcher. C'est pour ça que j'ai gagné un set. Parce que Gaël, il donne pas des sets comme ça, surtout au premier tour de Roland, surtout contre des Français. Il a toujours envie de bien commencer. Cette année-là, faut pas oublier qu'il a eu balle de match contre Goffin pour aller en 8e. Donc, il avait un sacré niveau. Donc, oui, c'est une très très bonne expérience, mais il faut savoir l'utiliser non pas comme une expérience, mais comme un moment où on a la chance de jouer à un endroit en fait on devrait pas être, mais de jouer à fond. Ça suffit pas juste de participer, on va dire, dans l'état d'esprit. En 2019, tu sors des qualifications à Roland-Garros et tu bats au premier tour l'anglais Cameron Norrie en 3-7. C'est ta première grosse victoire sur le circuit principal. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bah franchement, je ressens énormément de plaisir, surtout pour le côté tennistique. C'est-à-dire que pour moi, le tennis, premièrement, c'est un jeu. Et j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce match. J'ai pris beaucoup de plaisir sur tous mes matchs à Roland cette année-là. Malgré que j'étais à 3 points de perdre au dernier tour des qualifs, j'ai pris énormément de plaisir de par plein de choses, de par le fait qu'il y avait tous mes potes de Paris qui étaient là, mes amis, mes sponsors, tous les gens que j'aime beaucoup autour de moi qui étaient là. Et donc en fait, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai très bien joué parce que j'étais relâché, j'étais content d'être là et voilà. Donc oui, c'est une perf incroyable, on va dire, par rapport à mon classement de l'époque. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui m'a surpris à ce moment-là, parce qu'en fait, je prenais du plaisir sur le terrain. J'étais bien physiquement, j'étais bien mentalement, et donc du coup, quand on est à Roland et qu'on est transcendé, il peut se passer des choses spéciales, et c'est ce qui a été le cas ce jour-là, quoi. Et Donc, voilà. cette même année 2019, tu sors des qualifs aussi à l'US Open. Tu joues au premier tour Zoumour, tu gagnes le premier set et tu t'inclines en 4 manches. Et ma question, c'est quand on sort des qualifs en Grand Chelem, donc on arrive au premier tour en ayant déjà 3 matchs dans les jambes, est-ce que c'est pas trop compliqué d'enchaîner avec le grand tableau tout de suite après? Je pense que suivant les tournois et suivant les qualifs qu'on a eu, ça peut être plus ou moins difficile. C'est vrai que moi, je suis un joueur qui a besoin d'avoir quand même une certaine fraîcheur, surtout mentale, plus que physique, parce que physiquement, je suis bien. Et en fin de compte, les qualifs, ça prend beaucoup de jus. C'est-à-dire qu'au premier tour, je gagne en 3-7, on a fini à minuit, sous 40 degrés, avec beaucoup d'humidité. J'ai été à un break de perdre au premier tour quand j'ai joué Travaglia, qui était 80e mondial. Après, j'ai eu un deuxième tour plus clément. Au troisième tour, je gagne en 3-7 en 2h30 de match avec du stress, que je jouais contre un pote à moi qui meurt, qui était un très bon pote à moi. Donc, ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai rejoué directement le lundi en ayant fini le vendredi. Donc, ça m'a pas vraiment laissé beaucoup de temps pour récupérer surtout cette fraîcheur mentale. Et Zoumour est un client. En plus de ça, on va pas se mentir, j'avais dans la tête à ce moment-là, et je me rappelle très bien, j'avais Roger au deuxième tour. C'était ma question suivante. Non, mais j'avais Roger au deuxième tour et c'est vrai que je me suis transcendé. Je pense que fondamentalement, il n'y aurait pas eu Roger au deuxième tour. Je pense que j'aurais perdu en 3-7 ce match-là. Parce que ce premier set, je me suis transcendé. J'étais un peu en euphorie de me battre, de me dire que je pouvais jouer Roger et tout. Et après, il y a la fatigue et la réalité du moment qui m'a un peu rattrapé. Mais c'est vrai que pendant l'espace d'un set, un set et demi, il y avait un espoir. Donc voilà quoi. Et maintenant, je regrette presque pas le fait d'avoir gagné un set et d'avoir été pas très loin, mais je regrette le fait peut-être de pas m'être rendu compte de l'opportunité à ce moment-là. C'est-à-dire, je me dis je vais jouer Roger. Bon, au pire, si ça arrive pas aujourd'hui, ça arrivera un autre jour. Et maintenant qu'il a arrêté, je me dis putain, en fait, c'était ce jour-là ou jamais. Donc je sais pas, on peut pas refaire l'histoire, mais peut-être que j'aurais réfléchi différemment si j'avais su que c'était un de ces derniers US Open, quoi. Tu sais, en parlant de Roger, une petite parenthèse. Moi, je suis un grand fan de Roger et j'ai jamais eu l'opportunité de le voir jouer en vrai dans un tournoi avant qu'il arrête. Et 15 jours après qu'il annonce. Il annonce qu'il s'arrête en septembre et je devais être à Bâle en octobre. Et vraiment, c'est vraiment mon plus grand regret sportif pour l'instant, c'est de ne pas avoir vu Roger en vrai. Non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, c'est quelque chose de le voir, c'est quelque chose de lui parler. Moi c'est vrai que pour donner une petite anecdote par rapport à Roland Garros, c'était une des premières fois où je rencontrais Roger vraiment personnellement. Il m'a été introduit par quelqu'un qui est très proche de lui.
Et tous les jours, je voyais Roger. Une fois, j'ai pris le café avec lui. On a discuté dans les vestiaires. On parlait avant chaque début de match. On parlait, on rigolait. Et je pense qu'il y a aussi une part de magie comme ça. Ouais. Quand on voit un mec de ce niveau-là être aussi sympa, donner des conseils gratuitement, parce qu'il n'est pas obligé fondamentalement. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça que ce Roland Garros-là a été un peu magique, parce que j'ai passé des moments extraordinaires aussi en dehors du terrain avec d'autres joueurs. Et Roger en a fait partie. Donc c'est ça aussi un peu une petite anecdote par rapport à ce Roland Garros là où j'ai très très bien joué. Et tu disais que le fait de savoir que tu pouvais taper Roger au deuxième tour à l'US en 2019, ça t'a donné une source de motivation supplémentaire. Tu t'es donné, tu as réussi à gagner un set. Oui, alors il y a un autre truc pour être vraiment très très précis. Ouais. J'avais l'opportunité de jouer Roger au premier tour déjà, parce Ouais. que Roger a joué un qualifié au premier tour et en fait déjà au dernier tour des qualifs, je me suis dit tu ne peux pas ne pas te battre jusqu'à la mort parce que tu peux jouer Roger au premier tour déjà. Ouais, je comprends ce que Et tu veux dire. il s'avère que le tableau a fait qu'on était les deux derniers qualifiés à sortir sur Roger. Donc à la fin, quand j'ai regardé le live Ouais. pour le tableau, je me suis dit mais j'ai une chance sur deux de jouer Federer quoi. J'avais une chance sur deux de le jouer. Et quand j'ai vu que je pouvais le jouer au deuxième tour, je me suis dit mais c'est peut-être un signe comme quoi je dois encore me battre, encore passer un tour et le jouer au deuxième tour. Et ça, ce sera une énorme récompense. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans un premier tour du tableau du Grand Chelem, c'est bien d'avoir un tour jouable. Ouais, bien sûr. C'est bon quoi. Ok, c'est cool de jouer Roger, de jouer Rafa, de jouer n'importe qui, mais au bout d'un moment, l'objectif c'est de gagner les matchs. Donc si on peut le jouer plutôt au deuxième tour, au troisième tour, c'est encore plus cool quoi. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Je pense que ça me fait penser à Manarino qui veut pas connaître ses adversaires ou son tableau quand il rentre dans un tournoi. Toi, au contraire, ça te motive de connaître ton tableau à l'avance? Non, moi je pense qu'il y a une grande majorité de tableaux où en fait que je joue un tel ou un tel, ça me change pas grand chose. Ouais. Après c'est vrai que quand on est dans des tournois comme ça et qu'on peut jouer des Roger, qu'on peut jouer des Monfils, des Dimitrov, des tout ce qu'on veut, c'est vrai que au bout d'un moment, on a aussi envie de jouer des joueurs pour lesquels on a commencé le tennis, Ouais. et voire même de les battre, Donc c'est vrai que moi je suis plutôt heureux quand je vois le tableau et je me dis putain je peux jouer Roger. Ça c'est une évidence. Et donc, après ça, début 2020, tu passes encore une fois les qualifs d'un grand chelem. Cette fois, c'est à l'Open d'Australie. Et tu perds contre Sugita au premier tour. Mais cette qualification te permet le 10 février donc d'atteindre le meilleur classement de ta carrière. Tu es 198e. Donc tu rentres dans les 200. Et malheureusement, on sait que la saison à ce moment-là est stoppée à cause du Covid début mars. Est-ce que ça t'a pas frustré de ne pas pouvoir enchaîner après ces bonnes performances et ce meilleur classement? Bah oui, forcément. Je veux dire, c'est encore dans toutes les têtes, dans mon équipe, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais je pense que voilà, je pense que malheureusement, on a vécu quelque chose d'inédit. En Australie, c'était déjà inédit parce qu'on a joué 3 jours de suite, les 3 tours de qualif à cause de l'incendie qu'il y a eu et de la pollution. Ouais. On a joué jeudi, vendredi, samedi, et moi j'ai rejoué le lundi mon premier tour. Ce qui est complètement fou alors que j'ai joué des matchs de 3 heures sous 40 degrés. Le score contre Sugita est complètement normal vu de sa fraîcheur et de la mienne. Je veux dire, c'est complètement normal, surtout sur un joueur qui avait un très très bon fond de jeu et qui a un style de jeu déjà à la base qui est gênant pour moi. Concernant le Covid, oui, forcément c'est frustrant. Je veux dire, quand je finis avant le Covid, mes 2 derniers tournois, c'était Marseille-Montpellier. Ouais. Et peut-être même j'avais joué Pau après, mais je m'étais fait mal au poignet, c'était un demi-dernier tournoi. Je passe un tour en qualif à Marseille, un tour en qualif à Montpellier, je rebats encore des top 100, je perds en 3-7 pour me qualifier 6-4, 7-5 au troisième à Marseille. Je veux dire, voilà quoi, j'avais le niveau, je battais des bons mecs et c'est vrai qu'il y avait cette continuité-là. Et en plus de ça, la reprise du Covid n'a pas été qu'un problème au niveau tennistique, ça a été un problème au niveau aussi des tournois. C'est-à-dire que oui, il y avait le côté on a moins de repères et ainsi de suite, Ouais. mais il y avait aussi qu'il y avait tellement de peu de tournois qu'avec le classement que j'avais, c'est-à-dire 198, au lieu d'être dans les 4-8 meilleurs dans les têtes de série des challengers, Ouais. je me retrouvais à être en qualif quoi. Ok, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc en fin de compte, la capacité de monter au classement, quand on part des qualifs d'un tournoi, où en plus dans le tournoi il y a 10, 12, 15 top 100, parce qu'il y a un ATP et 3 challengers ou 2 challengers, au lieu qu'il y ait 8 tournois avec 3 ATP et 3 ou 4 challengers ou 5, la capacité de prise de points, elle est très limitée. Donc en fin de compte, la reprise du Covid, j'ai gagné très peu de matchs parce que je jouais des mecs plus forts que moi, en ayant en plus très peu de repères.
parce que j'ai pas joué de match. Donc il y avait une certaine frustration vis-à-vis de ça. Et, euh, et je pense qu'il y a eu des choix qui ont été difficiles à faire. Et que moi je me suis accroché au fait de dire bah non, j'ai le niveau pour gagner des challengers, bah je continue à rester dans les challengers. Ouais. Alors que peut-être qu'à cette époque-là, il aurait fallu dire bah non, bah il faut jouer des matchs parce qu'on n'a pas joué de match, on va jouer des futurs même si on prend pas de points. Mais il y a très très peu de joueurs qui ont la capacité de le faire, voire même il y en a eu aucun qui ont eu la capacité de le faire. Donc voilà, c'est une période difficile, c'était une période difficile. Ça n'arrivera plus, j'espère en tout cas. Ouais, j'espère aussi. Et si ça venait à arriver, c'est sûr que je pense qu'aucun joueur ne ferait les choses de la même manière. Eh ben, Elliot, c'est Younes qui nous a rejoint qui va te poser la prochaine question. Pas de souci. Fin décembre 2020, tu annonces sur les réseaux sociaux changer de nationalité sportive et tu représenteras donc le Maroc. Oui. Et notamment en Coupe Davis, on va en parler un peu après. Mais d'abord, explique-nous les motivations de ce changement. Il y a eu plein de motivations. Il y a eu plein de motivations. Premièrement, ça faisait depuis les juniors que je me posais la question. Ouais. Ça faisait depuis les juniors que je me posais la question parce que c'est vrai que moi, j'ai eu toujours des très très bonnes relations avec les membres de la fédération marocaine. J'ai toujours été très accueilli. J'ai toujours eu des wildcards quand j'avais besoin. Voilà quoi. Il y a toujours eu, on va dire, vraiment de l'amour, mais vrai quoi. Vrai quoi dans cette relation. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce choix là. Après il y a eu le choix aussi parce que c'est vrai que mon père en fait à ce moment-là, c'est le moment où mon père refait sa nationalité, refait son passeport et que moi aussi je fais le mien par la même occasion. Et voilà, et c'est vrai que ça faisait déjà 1 an que j'étais résident au Maroc, malgré que je jouais pour la France et que voilà quoi, et que j'ai beaucoup aimé l'amour que les gens me portaient, la confiance que les gens me portaient. Et c'est vrai que au bout d'un moment, avec la fédération française, ils m'ont aidé au niveau des wildcards à certains moments. Mais au moment où j'ai vraiment eu besoin d'avoir une certaine clarté, d'avoir une certaine aide, que ce soit financière ou même psychologique ou n'importe quoi, bah les gens se sont pas vraiment investis personnellement dans mon projet. Et c'est ça aussi qui a un peu motivé ce choix-là, c'est de dire, mais je comprends pas pourquoi je resterai à un endroit ou pour un pays où en fin de compte, bah, une majorité des gens qui travaillent pour la fédération, bah, en fait, ne sont pas spécialement avec moi à 100%. Je veux dire, j'ai des histoires, j'en ai plein vis-à-vis de ça, je vais pas les raconter, mais je veux dire, il y a plein d'histoires où en fait, les gens n'ont pas cru en moi en fait. Donc en fait, il y a eu aussi cette certaine tristesse un peu vis-à-vis du sport. Et c'est vrai que entre le Covid, les difficultés financières que ça a engendré, le côté un peu triste de pas jouer de tournoi, plus le côté où bah, quand on reprend, bah, je gagne pas trop de matchs et on m'aide pas spécialement, ou si on m'aide, c'est par défaut et non pas par choix. Bah, au bout d'un moment, il y a eu un certain un peu ras-le-bol quoi. Et pour moi à l'heure actuelle, bah, je suis content d'avoir pris cette décision. Parce que je pense que vu mon état psychologique après le Covid, si j'avais pas fait un changement comme celui-là, j'aurais peut-être arrêté le tennis, quoi, parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc c'était un peu une remise à zéro, quoi. Ouais, c'était un peu une remise à zéro. Il y avait le côté aussi forcément de voir de nouvelles choses, notamment en Coupe Davis, où moi j'ai joué uniquement la Coupe Davis chez les juniors en moins de 18, où on a gagné avec la France. C'était un moment exceptionnel. Et c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi et de jouer la Coupe Davis pour le Maroc. Et ça me donnait et ça me donne toujours une extra motivation dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Et en fin de compte, je me rends compte à quel point les gens sont gentils, les gens m'encouragent à fond dans ce que je fais, quels que soient les résultats, quelles que soient les blessures, quel que soit tout ça. Et je suis hyper content, hyper heureux à l'heure actuelle, quoi. Alors oui, c'est plus difficile tennistiquement, j'ai pas vraiment d'inquiétude, je pense que je vais revenir à mon niveau, voire même mieux, mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps parce que c'est vrai que le Covid a cassé une dynamique et pour redonner une dynamique, il faut pas être blessé, pouvoir jouer 1 an voire 2 ans de suite sans être blessé, et c'est pas ce qui s'est passé pour l'instant. Donc en tout cas, moi je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver et j'ai pas d'inquiétude de revenir à mon meilleur niveau, voire un meilleur classement qu'avant le Covid. Voilà, c'est juste que ça prend un peu de temps, c'est tout. Faut l'accepter, c'est le sport. D'accord, Elliot. Bah, c'est Younes qui va continuer à te poser les questions. Pas de souci, pas de souci.
D'accord, Elliot. Alors, on peut penser aux premiers abords que c'est quand même un choix étonnant parce que la France, la Fédération française de tennis, offre quand même plus d'opportunités, des invitations qui sont distribuées pour les tournois en France. Et en représentant donc plus la France, tu as plus accès à ces invitations. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui t'a fait hésiter avant de prendre ta décision de représenter le Maroc? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Les wildcards, ça a jamais été un truc. Ça a jamais été un truc pour moi. Si c'est pas dans une logique globale d'aide, c'est pas un truc pour moi qui crée un énorme impact. Alors oui, on peut dire que j'ai eu les wildcards à Roland et ainsi de suite. J'aurais pu en avoir beaucoup plus au vu de mes résultats à un moment donné que je n'ai pas eu. Mais les wildcards pour moi, ça peut être un accélérateur, mais ça peut être aussi un destructeur au niveau de la confiance, au niveau de la carrière. Et pour moi, c'est bien d'avoir des wildcards, d'avoir des invitations, mais à la fin, pour te donner un ordre d'idée, moi je jouais pour gagner un match, pour gagner 2 matchs, pour espérer avoir une wildcard. C'est-à-dire que toutes les semaines, je me disais, si je gagne là, peut-être si je fais quart à ce challenger, peut-être j'aurai wildcard la semaine prochaine en 250. Et en fait, je jouais même plus pour moi, je jouais même plus pour progresser, je jouais même plus pour avoir le classement, d'arriver à atteindre des objectifs, mais je jouais pour, mais on va m'aider à jouer les tournois que je veux. Okay. Et en fin de compte, à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là, en fait, on peut plus progresser. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux. Et en fait, le fait de se dire, je n'ai plus de wildcard, à l'exception d'un seul tournoi dans l'année, mais où c'est défini à l'avance, c'est clair, et on se prépare pour ce tournoi-là, qui est Marrakech, et on le sait. Ouais. Ça a plus pour moi de valeur et ça a plus de réalisme que le jeudi soir ou le vendredi, de devoir jouer un futur, et on vous appelle, on dit, t'as une wildcard en challenger, tu peux y aller, t'as la wildcard dans les qualifs, par exemple, mais on n'est absolument pas prêt. Ouais. Moi, j'étais pas prêt. Et en fin de compte, aller dans des tournois quand t'es pas prêt, alors oui, c'est bien la wildcard, c'est bien, on te donne l'opportunité d'avoir une invitation, mais en même temps, si t'es pas prêt à jouer, à gagner des matchs, ça sert à quoi d'y aller? Ouais, c'est ça le truc. Donc, toi, en fait, aussi, ce que tu nous dis par là, c'est que le fait de venir présenter le Maroc, ça t'a apporté plus de clarté sur ta programmation aussi. Ah oui, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça me donnait une clarté et aussi ça me donnait un côté, voilà, maintenant tu dois y arriver par toi-même. Il y a pas d'aide, il y a pas de, voilà, c'est ton niveau de tennistique qui décidera quel tournoi tu joues. Okay, et en fin de compte, on se rend bien compte fondamentalement que, et alors on peut dire oui, c'est parce que tu as eu les wildcards, que tu as eu le niveau, ainsi de suite. Ok, il n'y a pas de problème, mais les fois où j'ai le mieux joué en grand chelem, c'est quand je jouais les qualifs, fondamentalement. Parce que des wildcards tableau, j'en ai eu d'autres après et j'ai pas gagné de match dans le tableau. Alors que quand j'ai joué les qualifs, je jouais les qualifs, donc je gagnais 3 matchs. Et après, j'avais le rythme et le niveau pour gagner d'autres matchs aussi, comme il y a eu à Roland en 2019. Donc, il y avait aussi les exemples, même pendant la période où je jouais pour la France, les exemples de quand tu te débrouilles tout seul, en fait t'as plus de crédit vis-à-vis de toi-même en termes de confiance, mais aussi vis-à-vis de ta capacité à faire les choses par toi-même. Donc c'était ça aussi un peu le raisonnement, et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Donc maintenant on va parler du Maroc, toujours avec Younes. Alors ta première sortie en Coupe Davis, c'est à Marrakech face au Danemark. Donc tu remportes le premier match de la rencontre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens quand tu apportes le premier point au Maroc? C'était un match qui était très difficile parce qu'on était encore à l'époque où le Maroc avait pas le droit d'avoir des spectateurs. Donc pour moi, jouer le premier match de Coupe Davis sans spectateurs, c'était un peu bizarre parce qu'on se dit on joue à domicile, mais en même temps on n'est pas à domicile parce qu'on n'a pas nos spectateurs avec nous. C'était un match très difficile, mais j'étais hyper fier. J'étais hyper fier de me rendre compte que voilà, il y avait des milliers de gens qui regardaient, il y avait des gens qui étaient derrière nous malgré qu'ils pouvaient pas être là. Et voilà. Mais en fait, malheureusement, ce match-là, je pense que je l'ai pas assez apprécié à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la rencontre. Et moi, j'ai encore un esprit sportif quand je suis en équipe parce que je viens du basket où pour moi, j'ai beau faire le meilleur match du monde, gagner, tant que l'équipe ne gagne pas, en fait, j'ai pas ce plaisir-là. Donc, j'ai gagné un match, ok, mais on n'a pas gagné la rencontre, donc j'ai pas ce souvenir un peu, on va dire, sucré de la victoire, quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai vécu un super moment, je me suis battu avec moi-même.
Ça n'a pas été facile. J'avais beaucoup de pression. J'avais envie de gagner. J'avais envie de bien faire. J'avais envie de montrer que j'avais les capacités d'aider mon équipe à gagner. Mais malheureusement, on n'a pas gagné la rencontre. Et c'est ça que je retiens, quoi. D'accord. Donc, vous remportez donc pas la rencontre face aux Danois. Et début 2022, vous êtes en retour en Coupe Davis. Et vous êtes battu par Monaco aussi en Coupe Davis. Donc, Oui. ce qui signifie une relégation dans la division basse de la Coupe Davis. Est-ce que cette cette défaite, cette relégation a fait du mal à toi et au groupe à ce moment-là? En fait, je pense qu'on arrivait en fait à la fin d'une ère, c'est-à-dire que il y avait comment il s'appelle Lamine Ouais. qui a fait rêver Lamine qui a fait rêver tout le monde en Coupe Davis depuis longtemps. Ouais. Qui avait encore tellement l'envie, il avait tellement l'envie encore de briller, il avait tellement l'envie de faire bien les choses, il avait tellement envie de nous aider, tous les jeunes, à progresser, et ainsi de suite. Mais je pense malheureusement que que ce soit au niveau physique, au niveau de la fatigue, au niveau du mental, c'était dur pour lui. Il faut pas oublier aussi un truc, c'est que Monaco, on aurait dû les jouer à Marrakech. Et Ouais, comme il y a on a la joué à version. Monaco à cause des restrictions, et je pense que ça a joué quand même pas mal, parce qu'on était dans des conditions parfaites pour eux, alors qu'à Marrakech, on aurait été dans des conditions parfaites pour nous, Ouais. si on avait eu le public et ainsi de suite. Donc ça a énormément pesé. Je pense que aussi il y a eu une petite restructuration au niveau de l'équipe, parce que on a eu Dlimi qui était encore très jeune et maintenant qui a beaucoup progressé. Ouais. Adam qui revenait après le Covid, qui avait pas joué beaucoup de matchs et qui a aussi beaucoup progressé parce qu'il a rejoué plein de matchs. Donc pour moi, c'était un moment un peu de transition. Et je pense qu'on l'a montré, parce que le tournoi du groupe 3 pour remonter en play-off groupe 2, moi je l'ai pas joué parce que j'étais blessé malheureusement, mais Ouais, on va en parler, ouais. ils ont montré Yacine et Adam qu'ils étaient capables de faire aussi sans moi à un moment donné, à ce niveau-là. Et voilà. Et donc c'était aussi une preuve de transition et de capacité même s'il n'y a pas le numéro 1, on est capable de remonter. Et quand moi j'ai été là en début d'année, on est remonté en groupe 2. Donc c'était une transition en fait, cette rencontre-là. Je pense que tout le monde a un peu appris sur tout le monde. C'était que la deuxième rencontre, on était ensemble et ainsi de suite. Donc je pense que maintenant, en tout cas, toutes les Coupes Davis qui arriveront avec ce même groupe, ça va être du beurre, quoi. Parce qu'on se connaît tous, on connaît les envies de chacun, les besoins de chacun. On accepte de communiquer entre nous, de dire moi je veux pas faire ci ou moi je veux faire ça, et ça m'a fortement aidé. Donc je prends ça moi toujours comme du positif. La défaite est difficile, mais c'est quand même du positif. Et durant cette année 2022, tu joues pour la première fois le plus beau tournoi du monde, le Grand Prix Hassan II de Marrakech, et qui, je rappelle, seul tournoi ATP 250 en Afrique. Et tu hérites d'un tirage extrêmement difficile. Tu joues Auger Aliassime au premier tour, donc top 10, c'était de série numéro 1. Est-ce que quand on voit un tirage pareil, on se dit qu'on est content d'affronter un joueur d'un tel niveau, ou est-ce qu'on se dit qu'on aurait préféré éviter un si gros tirage dès le premier tour? On en revient un peu toujours à la même histoire. Ouais. Est-ce qu'on est là pour être content de jouer Félix, qui en plus de ça est mon pote, que j'ai déjà joué 3 ou 4 fois. Donc en fin de compte, jouer contre Félix, qu'il soit top 10 ou numéro 1 mondial, pour moi ça va pas changer grand chose vu que je le connais bien. Ouais. Et qu'on est un peu de la même génération. Et en plus de ça, cette période-là, je jouais bien. Donc c'est ça qui a été frustrant, c'est-à-dire que je jouais bien et j'avais le niveau pour battre des mecs 50. J'avais le niveau pour battre des mecs 30. Et ce match-là, ça se joue quand même à rien, le deuxième set. Ouais. J'ai 2 balles de break, il me fait un passing à une main en bout de raquette, un truc de malade. Donc voilà, alors oui, j'étais heureux d'être là, j'étais heureux de jouer ce tournoi que j'apprécie, que à chaque fois que je viens à Marrakech, j'ai qu'une envie, c'est bien jouer. Mais malheureusement, il y a des moments où même en jouant bien, on gagne pas. Et là, c'était un peu ce cas-là, quoi. Et donc, Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, vas-y. Non, et c'est comme ça, et ça fait partie du sport. Je veux dire, on peut gagner en jouant mal et on peut perdre en jouant bien. Il faut l'accepter, c'est tout. Et cette année-là, tu es bénéficiaire d'une wildcard aussi en double, donc à Lamine Ouaheb dont tu parlais tout à l'heure. Et hasard du tirage, vous affrontez l'autre paire marocaine invité, composé de Ehouda et Ben Chakroun. Vous vous imposez en 2 manches et tu signes donc ta première victoire en tant que Marocain au Grand Prix Hassan II. Quel souvenir tu gardes de cette première expérience à Marrakech globalement?
Bah non, mais je gardais un super souvenir. Après, forcément, j'aurais aimé qu'on joue pas d'autres Marocains et que les autres puissent aussi gagner leur match. Ouais. Parce que c'est vrai que dans un tournoi comme ça, j'aime bien quand les nationaux ils gagnent le plus de matchs possible, que ce soit moi ou un autre. Donc voilà. Après, c'est vrai que avec Lamine, je me rappelle plus qui est-ce qu'on avait joué au deuxième tour, mais de mémoire. C'était la tête série 1. Il y avait Fabrice Martin et un Kazakh, j'ai plus, Golubev. Ah oui, voilà, oui. Bon, on a joué contre eux qui étaient super forts. Ouais. Je crois qu'on avait fait un bon match. Je me rappelle plus le score, mais c'était pas si mal. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Donc voilà. Après, forcément, moi, je suis toujours dans l'optique d'essayer de gagner les matchs. Je suis pas heureux de participer ou je suis pas heureux de voilà. J'ai forcément une grande tristesse quand je peux pas jouer à fond parce que je suis blessé ou parce que on perd alors qu'on avait le niveau. Là, c'est vrai qu'on a joué Golubev et Martin. Bon, ils étaient plus forts que nous. Donc, il y avait pas grand chose à dire fondamentalement. Donc, c'était une super expérience, mais il y avait pas grand chose à dire. D'ailleurs, une petite question concernant Lamine Ouaheb, qui est un immense joueur qui a presque atteint le top 100, demi-finaliste junior à Roland-Garros. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a aidé quand tu as rejoint l'équipe du Maroc de Coupe Davis? Est-ce que tu as pu profiter de ses conseils? Ouais. Alors avec Lamine, on avait quand même, on discutait pas mal de tennis parce que voilà, lui, je pense, c'est un amoureux du tennis aussi. Ouais. Il a notamment été là avec moi parce que voilà, quand j'ai joué Félix, bah, il est venu au match, il a regardé le match, 2-3 entraînements avant, il était là, il me donnait des conseils un peu, il allait le voir un peu jouer, il me donnait son avis et tout. C'était super gentil de sa part. Et c'est un joueur qui a une énorme expérience. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Je l'admirais un peu en fin de compte à sa manière parce que il avait un talent incroyable, il a fait des choses incroyables et il avait une capacité de battre des joueurs exceptionnels comme quand il a battu Kohlschreiber. Ouais, je me souviens très bien de ce match. Ou des mecs comme ça. Je veux dire voilà, genre moi mon rêve c'est d'arriver au minimum à ce qu'il a fait. C'est-à-dire je pense il a fait quart de finale une fois au Grand Prix. Ouais, à Casa, à Casa. Ouais. À Casa, voilà, ouais. À l'époque c'était à Casa. Exactement. Donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est que je sois capable de faire pareil. Et voilà. Après, je pense que Lamine a joué à une époque où le tennis était un peu différent de maintenant, et que en fait, je pense que tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y a un changement un peu, on va dire, de style, de rythme, de tournoi. Et c'est vrai que lui, il a eu une autre époque. Il a vécu à une autre époque avec le tennis. Donc voilà, je pense qu'il a été très très fort comme joueur. Mais je pense aussi que comme coach, il sera très bon parce qu'il a une très bonne vision malgré le fait que le tennis est vachement évolué. Et donc fin 2022, tu remportes un Futur au Portugal. C'est ton premier titre en 4 ans. Oui. Est-ce qu'on a toujours cette satisfaction de gagner comme si c'était la première fois à chaque fois que tu remportes un trophée? Ouais, alors là, c'est vrai que c'était le premier tournoi à 25 000 que je gagnais. C'est le premier 25 000 que je gagnais. Donc il y avait ce côté un peu de la première fois en fin de compte. Parce que c'est la première fois que j'ai gagné un tournoi de ce niveau-là. J'ai battu un mec 200 en finale en faisant un très bon match. Ouais. Donc il y avait cette satisfaction-là de gagner en jouant bien, ce qui est pas tout le temps le cas fondamentalement. Ouais, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, ouais. Alors Elliot, Donc voilà. Ouais, on avait un petit souci, on n'a pas entendu ta précédente phrase. Ouais, je disais oui, voilà, comment ça s'appelle, on peut pas gagner tout le temps en jouant bien. Ouais. On peut pas gagner tout le temps en jouant bien et là c'était le comble parce que j'ai gagné le tournoi et en plus j'ai bien joué. Donc c'était vraiment une chance et surtout voilà, ça a marqué un peu la reprise d'une certaine dynamique parce que c'est vrai qu'entre septembre du coup septembre et juin de cette année, j'ai eu aucune blessure. Donc j'ai eu 9 mois, 10 mois sans blessure, ce qui était hyper positif. Et début voilà. 2023, tu remportes un autre Futur à Doha cette fois. Ça te donne la confiance pour la Coupe Davis face à la Côte d'Ivoire. Vous remportez la rencontre avec tes potes du Maroc. Et tu gagnes ton simple et en double aussi. Et c'est un début de saison réussi. Tu arrives au Grand Prix Hassan II avec une invitation et tu joues Mouniar au premier tour. Tu t'inclines 6-4, 6-4, mais je me souviens très bien pour avoir vu ce match que c'était un match très, très accroché. Et toi, à ton avis, qu'est-ce qui t'a manqué sur ce match-là? Et qu'est-ce qui te manque de manière générale pour pouvoir battre des joueurs qui sont installés maintenant dans le top 100?
Bah, ce match-là, il est un peu spécial parce que c'était le deuxième tournoi sur terre battue que je jouais. Ouais. J'avais voulu en faire plus, mais malheureusement, au vu du calendrier, c'était pas possible. J'ai joué ce match entre guillemets avec énormément de douleur au niveau de l'adducteur parce que j'avais encore beaucoup de tension vis-à-vis de mon match que j'ai joué la semaine avant à San Remo où je perds en 3-7, hyper accroché en jouant très très bien. Donc il y avait cette frustration là de pas se sentir physiquement à 200%. Alors ouais, j'ai été à fond, mais dans la dureté du match. Et comme tu l'as dit, avec le score qui était aussi serré, bah, il fallait cette fraîcheur. Et malheureusement que je n'avais pas, et ces repères que je n'avais pas, parce que j'ai pas pu jouer à mes yeux assez de matchs sur terre battue avant le tournoi. Et malheureusement, ça dépendait du calendrier et pas de moi. Donc j'ai pas pu trop faire autrement. Et je pense que l'année prochaine, j'essaierai de faire autrement si je peux. Voilà. Et pour finir sur le cheminement de ta carrière, il y a un peu plus d'un mois, vous étiez en Inde pour la Coupe Davis. Donc vous vous êtes incliné 4-1 face aux Indiens. Est-ce que c'était une grosse déception pour vous cette défaite? Bah, moi, c'est toujours pareil. Moi, quand je joue en équipe, l'objectif c'est de gagner. Donc parti de ce principe, oui, c'était une énorme déception. Surtout que pour moi, on avait les armes pour potentiellement gagner la rencontre. Alors oui, c'était pas facile. Oui, on a joué en Côte d'Ivoire en début d'année. Là, on joue en Inde. C'est 2 fois des longs voyages. C'est pas évident. Mais je pense qu'on avait les armes pour gagner, ou en tout cas peut-être pour encore un peu plus pousser la rencontre. Après voilà, ils ont un joueur qui est très fort, Sumit Nagal, qui joue très bien, que je connais très bien, qui notamment lui a joué Federer au premier tour. Exactement. J'allais te le dire tout à l'heure. À l'US à ce moment-là. Et qui d'ailleurs avait pris pris le premier set d'ailleurs, en faisant un très bon set. Mais voilà, je pense que quand on perd, on a une énorme déception. Après, c'est vrai que l'objectif, c'était vraiment d'être en groupe 2. Je pense que si on avait dû choisir une rencontre à gagner entre gagner en Côte d'Ivoire et gagner en Inde, bah, on aurait tous choisi de gagner en Côte d'Ivoire parce qu'au moins on est sûr d'être en groupe 2 l'année prochaine. Voilà. Et je pense que l'équipe va augmenter son niveau. On va tous progresser parce qu'on aura tous plus de matchs, plus d'expérience que l'année précédente. Et j'espère que l'année prochaine, on a 2 rencontres pour monter en groupe 1. On va jouer Chypre en février ou en mars, je sais plus. Et après, on aura une autre rencontre. Espérons qu'on gagne contre Chypre et qu'on puisse enfin avoir un match, que ce soit à Marrakech, à Rabat ou à Casa, pour jouer à domicile et pour monter en groupe 1 avec notre public à domicile. Ce serait le rêve. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais que l'équipe allait pouvoir s'étoffer. Donc, tu as parlé tout à l'heure de Yassine Dlimi qui a de très bons résultats, qui a gagné un futur et qui commence à vraiment faire sa place dans le classement. Et il y a Reda Benani qui est très jeune encore, mais qui a gagné un match de qualif cette année au Grand Prix. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Reda Benani? J'étais au match, donc j'ai vu tout le match de Reda contre Kopriva qui est de mon année, donc que je connais très très bien aussi. Ouais. Je pense qu'il faut pas mettre de pression à Reda. Par rapport à ce match-là. Je veux dire, tout le monde m'en parle, même des étrangers m'en parlent. Ah, il y a un jeune de 16 ans qui a battu un mec 150. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense qu'il faut le laisser se développer, il faut le laisser progresser. J'ai vu le match et je suis hyper fier de lui parce qu'il s'est battu et il a montré qu'il était capable. Cependant, faut pas oublier les conditions dans lesquelles il a joué. Il a joué contre un joueur qui a pris l'avion le jour même, qui est arrivé de San Remo dans des conditions où Marrakech est en altitude. Il avait joué une demi-heure avant le match. Voilà, il a gagné ce match. Bravo à lui, mais ne pas prendre crédit trop vite en lui mettant la pression sur tous les autres matchs sous prétexte qu'il a gagné ce match-là. Ouais. Je pense que ce match-là, ça a été une super expérience pour lui. Il a compris beaucoup de choses, il a beaucoup progressé, il s'est rendu compte du niveau, mais il est encore très jeune et il faut lui laisser le temps de se développer. Donc, je pense que voilà, ce serait une erreur de dire ce serait la norme que Reda joue en Coupe Davis et qu'il bat des joueurs 150 tous les jours. Non, je pense que ça va être le cas. J'espère pour lui que ça va être le cas, qu'il va continuer à progresser. Mais je pense qu'il faut pas lui mettre trop la pression non plus. Parce que je sais trop bien avec mon expérience que c'est la meilleure des manières pour détruire un joueur, pour détruire un mental. S'il fait 3 premiers tours en futur, tout le monde va dire « Ah, mais c'était de la chance. Ah, mais… » Non, il faut juste dire « Voilà, il a battu ce jour-là. Et maintenant, tous les autres tournois sont différents et il faut l'accepter. » C'est ça mon raisonnement.
Elliot, on a vu que tu t'alignes beaucoup en double sur les tournois que tu disputes. Est-ce que c'est un format qui te plaît et est-ce que tu pourrais te spécialiser à l'avenir? C'est une question que je me pose très sincèrement. J'espère ne jamais avoir besoin de le faire. Alors oui, j'aime beaucoup le double, mais j'aime surtout jouer avec des potes. J'aime surtout jouer avec des gens que j'aime bien, avec qui on prend du plaisir. Et je pense que j'aurai l'incapacité de jouer en double, même si je joue très bien avec un joueur que j'aime pas du tout profondément en dehors du terrain. C'est le cas de plein de joueurs sur le circuit en double qui font cet effort-là parce que forcément ils gagnent mieux leur vie, forcément c'est très bien. Mais moi j'ai ce côté où le tennis pour moi ça doit rester un jeu et on doit prendre du plaisir. Et moi c'est la manière dont je joue le mieux au tennis, c'est quand je prends du plaisir. Donc oui ça pourra être le cas, mais j'espère que je vais jouer assez bien en simple pour pouvoir rentrer dans tous les tournois en double et pouvoir choisir mes partenaires. Et non pas subir la difficulté de choisir un partenaire de double avec qui on doit bien jouer, mais avec qui on peut ne pas s'entendre en dehors du terrain. Pour finir, j'aimerais te poser une question d'actualité. On voit qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment chez les joueurs qui demandent à raccourcir les saisons, à avoir moins de tournois programmés. Est-ce que c'est une démarche avec laquelle tu es d'accord ou pour toi le calendrier est bien adapté? Non, mais pour moi, il y a des énormes problèmes. Pour moi, il y a des énormes problèmes, et ça date pas d'hier. Pour moi, il y a des énormes problèmes. Il y a pas que la question du calendrier. Il y a la question de la Coupe Davis. Il y a la question du nombre de tournois par semaine. Il y a la question de plein d'autres choses. Il y a la question des conditions de jeu, des balles, des terrains. Il y a plein de questions. Pour moi, je suis d'accord avec la majorité des joueurs qui disent qu'on devrait avoir une saison plus courte. Parce qu'en fait, le temps de préparation par rapport au temps de la saison, à part pour les top players qui jouent 10, 12, 15 tournois dans l'année comme Djoko ou comme Alcaraz, en fait, c'est destructeur pour le corps. Et si on rajoute à ça des conditions difficiles, des voyages récurrents et des balles, des changements de type de balle et de vitesse de jeu tous les tournois, en fait, ça devient ingérable pour le corps. Le corps, c'est une très très belle machine. Le corps, c'est une très très belle machine, mais il aime pas le changement. Ouais. Il aime pas. Si on commence à faire que des exos de musculation du haut et qu'après on fait que du bas et qu'il y a aucune continuité, on risque de se faire mal. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la continuité, elle doit être dans les types de balles, dans les types de surface et dans la capacité d'avoir des semaines de récupération où il n'y a pas de tournoi. Là, on est dans un choix où moi je connais des joueurs, ils jouent 42 semaines dans l'année. Ouais. Je veux dire, de un, c'est pas tenable, et de deux, ça devrait même pas être légal en fait. Dire, quelle personne peut dire je fais 42 semaines d'efforts physiques dans l'année? C'est pas tenable. Et donc moi je suis d'accord avec ça. Et Elliot, tu parles beaucoup d'esprit d'équipe, le fait que tu aimes jouer avec tes potes, notamment en double. Est-ce que dans un sport individuel comme le tennis, on peut avoir vraiment des amis proches de l'autre côté du filet? Et si oui, qui sont tes plus proches amis sur le circuit? Alors, des amis, je dirais pas. Des potes, oui, on peut en avoir. Des potes, on peut en avoir. Des gens avec qui on s'entend bien, des gens avec qui on a des facilités à communiquer, à s'entraîner ensemble sur les tournois, à potentiellement jouer le double avec un historique. Moi, j'ai plus des potes liés à l'historique, c'est-à-dire que voilà, cette semaine, j'ai joué en Challenger, j'ai joué avec Wessels, qui est un Allemand, ouais. Que je connais depuis qu'on a 15 ans, ou même pas depuis qu'on a 13 ans, parce qu'on a joué les moins de 14, on a joué les moins de 16, on a joué les juniors, on les a battus les Allemands en finale de la Coupe d'Europe par équipe. Et c'est ça qui pour moi fait qu'on a des amis ou des potes parce que on crée des événements sportifs où il y a des émotions en commun, que ce soit la défaite, que ce soit la victoire. Et en général, moi je suis pote avec des gens où que je perde ou que je gagne contre eux, je garde un bon souvenir du match quand ça a été un bon match, quand il y a eu une confrontation de style, quand il y a eu un combat, quand il y a eu de la sueur, quand il y a eu plein de choses. Et voilà. Et en général, les gens avec qui je suis assez proche, c'est les gens contre qui j'ai joué. Et pour lequel on a un respect réciproque. Voilà, et ce qui est pas le cas de tous les joueurs entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ils sont hyper indépendantistes, ils s'en foutent des autres, ils feront jamais un effort pour aller échauffer un autre joueur alors que eux ils veulent pas, et ainsi de suite. Moi je suis pas dans ce raisonnement-là, j'essaie avant tout d'être une bonne personne avant d'être un bon joueur de tennis. Et pas forcément le cas de tout le monde. Ouais, justement, ça que je voulais rebondir. Est-ce que toi, tu as eu des mauvaises expériences avec des joueurs plus ou moins connus, sans forcément nous dire qui, mais qui tu les voyais un peu,
idéalisés entre guillemets et puis qui t'ont fortement déçu quand tu les as rencontrés? Non, pas forcément. Il y a des joueurs, avec qui ça colle pas et ça matche pas vis-à-vis de nos de nos différences, que ce soit culturelles ou d'autres choses, ou manière de penser, ou cercle d'amis ou n'importe quoi. Ouais. Mais moi, en fait, j'essaie toujours de passer au-delà du tennis, c'est-à-dire que si le mec il a pas envie de me serrer la main à la fin du match, bon bah tant mieux pour lui. S'il est content, il est content. Je veux dire, moi, ça me viendrait pas à l'idée de pas serrer la main à la fin d'un match à un joueur ou à un arbitre. Pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles. Bah, je respecte les règles. Alors oui, l'arbitre, je peux avoir l'impression qu'il m'a volé le match. Le joueur, je peux avoir l'impression que il m'a insulté pendant le match. Moi, j'ai le côté du respect de la norme qui a été créée par le tennis. C'est-à-dire, bah, on est des gentlemen, on se serre la main, on s'aime pas, mais c'est pas ce qu'on nous demande en fait. Ouais. Donc j'ai ce côté-là un peu peut-être vieux jeu. Même si des fois je m'énerve, même si des fois je peux insulter les mecs, bah à la fin du match je dirais bah voilà, le match est fini, merci, au revoir. Et moi je passe totalement à autre chose. C'est-à-dire quand un match est fini, je passe à autre chose. Et on sait aussi, Elliot, que entre les fans de tennis, le débat fait rage pour désigner le GOAT entre Nadal, Federer et Djokovic. Toi, pour toi, qui est le plus grand de tous les temps et pourquoi? Bah, pour moi il y a pas de débat. Moi je suis un matheux, donc pour moi je prends les chiffres. Ouais. Je fais pas dans l'émotion. Moi, j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai préféré Roger, où j'ai préféré Rafa, où j'ai préféré même Murray, où j'ai même préféré Stan, où j'ai préféré Novak. Mais là, il y a plus de débat. Je veux dire, Novak, ça fait des années que j'annonce qu'il va avoir 30 grands chelems. Tout le monde rigole, mais vous allez voir, il en aura 28, entre 28 et 30. Et il y aura même plus de débat. Je veux dire, quand quelqu'un a 23 grands chelems ou 21 grands chelems et l'autre en a 30, je vois même pas d'où peut venir le débat. On peut dire oui, quel est ton joueur préféré, quel est le style que tu préfères. Mais le plus grand joueur de tous les temps, c'est Novak. Et à chaque fois qu'il est sur le terrain, il le montre. Que ce soit par son côté athlétique, que ce soit par son côté gentil, que ce soit par l'aide qu'il amène aux joueurs, par l'association des joueurs qu'il a avec Pospisil. Ouais. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est hyper généreux. Que ce soit de sa personne, de son argent. Il aide un joueur serbe, je ne sais pas si vous êtes au courant, Medjedovic, ouais. Ahmad, qui doit être 105, 110, il a tout payé pour lui. Il n'est pas obligé de faire ça. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais c'est comme ça, c'est dans sa culture, c'est comme ça qu'on l'a éduqué. Et c'est pour ça que pour moi, Novak, c'est le plus fort. Voilà. Après, il y aura toujours des joueurs, on parle à des gens de 70 ans, ils vont nous dire ouais, mais regardez McEnroe, regardez Connors. Oui, ouais, bon, d'accord, c'est très bien, chose, mais il n'y a pas de comparaison possible pour moi avec Novak. Plus personne n'est comparable avec lui. C'est malheureux à dire, mais pour moi, c'est la vérité. Et toi, dans ta carrière, quel est le joueur le plus fort que tu as affronté? Le joueur où tu t'es dit, j'arrive pas à trouver de solution. En match Ouais, ou à l'entraînement, comme tu veux. Ah, bah non, alors en match c'était contre Gaël. C'est-à-dire que contre Gaël, quand il a commencé à jouer, bah, je me disais, bah, en fait, c'est simple. Si je frappe fort, bah, il frappe plus fort. Si je joue doucement, bah, il me met un coup gagnant. Donc, en fait, je peux jamais gagner, en fait. Ouais. J'avais limite l'impression que c'était un cheat code. C'est-à-dire que il avait pris un code cheaté sur Internet et il l'avait mis dans mon jeu en mode, bah, tu peux plus me battre. C'est fini. Voilà. Amuse-toi si t'as envie, mais tu vas prendre 3-7. Et si t'es pas content, c'est pareil. Donc, en match officiel, il y a eu ce moment-là. Et à l'entraînement, bah, pour moi, un des meilleurs joueurs avec qui je me suis entraîné, bah, il y en a plusieurs. Hein. Il y a eu Dominic Thiem, il y a eu Medvedev, il y a eu Wawrinka, il y a eu Zverev. Pour moi, d'un point de vue purement réaliste et solution, pour moi, c'est contre Medvedev parce qu'il a un jeu qui est affreux pour moi par rapport à mon style à moi. Ouais. Et je me suis entraîné pendant 4 jours de suite avec lui. Et on faisait des entraînements de 2 heures. Et en fait, plus les jours avançaient, plus j'étais dégoûté de m'entraîner avec lui au bout de peu de temps. C'est-à-dire que le premier jour, au bout de 1h30, je dis à mon coach, je dis oh putain, c'est relou là, c'est bon, j'en peux plus, c'est insupportable, je peux jamais gagner un point. Le deuxième jour, au bout d'une heure, le troisième jour, au bout d'une demi-heure, et le dernier jour, au bout de 5 minutes, j'avais dit ah, c'est bon, j'ai plus envie de jouer quoi. C'est-à-dire que le mec m'avait dégoûté du tennis. Et tu alors penses que moi, je suis un amoureux quoi. Et tu penses que Medvedev, il pourra en remporter encore pas mal de grands chelems? Oui, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour moi, je pense qu'il a un petit blocage psychologique avec la terre battue, mais pour moi, il peut largement gagner un grand chelem sur terre battue à Roland.
s'il arrive à se mettre dans l'état d'esprit qu'il en est capable, parce que je pense qu'il en est capable, même si on peut dire oui, il a pas un coup droit lifté, donc machin, mais les conditions de jeu sont tellement homogénéisées maintenant que sur gazon, sur dur, c'est presque tout pareil. Donc je pense que oui, il en gagnera d'autres. Après, il y a tellement de bons joueurs, et pour moi, c'est là où on reconnaît les plus grands. C'est que Alcaraz, il a été numéro 1 mondial, il a gagné des grands chelems, mais il se fait encore peur des fois sur des joueurs qui sont 30e mondial, 20e mondial, 50e mondial. Novak, c'est simple. J'ai l'impression, franchement, je vais vous dire la vérité, Novak, j'ai l'impression que quand il perd, il a décidé de perdre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à Monte Carlo, je vous jure, je vais voir quasiment tout le temps Novak. Ouais. À Monte Carlo, quand il laisse le match à Musetti, j'ai l'impression qu'il lui dit tiens, vas-y, c'est pour moi, c'est cadeau. Franchement. C'est horrible. C'est vraiment, quand il laisse le match à Lajovic, quand il perd contre Lajovic sur un tournoi en Bosnie, et je me dis, mais c'est cadeau. Tiens, vas-y, c'est quoi, ça me fait plaisir. Tiens. Donc, non, vraiment, je me dis, si Novak est concentré à fond, il ne peut perdre contre personne, ce n'est pas possible. Donc pour toi, il y a des moments où peut-être il est moins dedans, quoi. C'est ça qui fait qu'il perd, c'est pas le tennis. Non, mais même pour moi, il décide d'être moins dedans. C'est-à-dire que là, quand il perd contre Alcaraz, c'est parce qu'Alcaraz joue à un niveau exceptionnel. Et que il arrive à faire vriller Novak sur 2-3 points, 4 points. Mais si le match, il le joue 200 fois, Alcaraz, il gagne 5 fois pour moi. Ok. Parce que Novak, il est beaucoup trop fort. Il est juste beaucoup trop fort. Je veux dire, quand il est revenu, quand il n'a pas joué pendant 4 mois, et après, quand il n'a pas joué en Australie, il arrive, il joue Tel Aviv en avril ou en mai ou je sais pas quand. Il arrive, il bat tout le monde, alors que ce mec, ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué un match. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je joue pas pendant 4 mois, je suis complètement nul. Alors Novak, il arrive, il joue pas pendant 4 mois, il met 2-7 à tout le monde. C'est ça qui est incroyable. Écoute, moi je suis un fan inconditionnel de Federer. Moi, rien n'arrivera à me convaincre que Djokovic est au-dessus. Ah, mais moi j'essaie de convaincre personne. Ouais, non, mais je sais. Je dis juste que voilà, Roger, je sais pas combien il a de grands chelems, Novak il va en avoir 30 dans pas longtemps. Donc pour moi, il y aura pas de débat. Après, moi, j'ai toujours été fan de Roger. Quand je l'ai rencontré, j'ai passé des hyper bons moments avec lui. Donc pour moi, c'est au-delà du tennis. Pour moi, Roger, c'est quelqu'un qui est au-delà du tennis. Novak, pour le défendre un peu sur ce point-là, Novak, il aurait été suisse, espagnol ou italien, tout le monde dirait que c'est le GOAT. C'est juste parce qu'il est serbe. Pour moi, c'est une vérité. Okay. Les Européens, en moyenne, on va dire les Français, les Italiens, les Espagnols, ils aiment pas trop les Serbes. Et c'est comme ça. On peut pas le changer. C'est comme ça. Et je pense vraiment que si Novak avait été espagnol comme Rafa, on se poserait pas ce genre de questions. Ok. Et Elliot, question habituelle de fin d'émission que je pose à tous les invités. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient faire carrière dans le tennis? J'en donnerai. Je peux en donner plusieurs. Je peux en donner plusieurs. Le premier, c'est d'être à la recherche de plaisir en permanence. C'est le plaisir qui fait qu'on dure. C'est pas l'envie des parents ou l'envie du coach de la Fédé ou l'envie de son frère ou de n'importe qui. C'est vraiment se faire plaisir à soi. Ouais. Et le deuxième plus grand conseil, ce serait de travailler dur et de toujours croire qu'on peut battre le mec qui est en face de nous. J'en suis la preuve. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais en 2017, 2017 ou 2016 ou 2017, je sais plus. Non, je crois 2016. J'étais moins 4-6 en France. Ouais. Et j'ai failli battre. Comment il s'appelle Kyle Edmund. À l'Open de Nice, où je perds en 3-7, qui était 88e mondial. Ouais, c'était un très gros joueur avant qu'il se blesse. C'est-à-dire que je menais 1-7, 4-3 contre un mec 80e mondial alors que j'étais moins 4-6. Je veux dire, c'est comme si un mec qui joue 5 ou 10 d'handicap au golf, il va jouer sur un parcours avec Tiger Woods et il est en train de battre Tiger Woods, le mec. C'est complètement improbable. Et pour moi, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on ne perd que, il faut accepter de se dire, on ne perd que si le mec est plus fort que nous. Et il faut toujours croire qu'on peut gagner. C'est deux choses, c'est prendre du plaisir et toujours croire qu'on peut gagner.
parce que dans le tennis, des fois, ça se joue à un point. Il suffit que pendant un point ou deux, on n'y croit plus et ça fait tourner le match. Bah, Et voilà. Voilà, c'est ça vraiment les conseils un peu. Et c'est assez simple à mettre en place en plus. Hein. Donc c'est aussi très mindset, c'est très psychologique ce que tu dis. Ah oui, mais pour moi, de toute façon, dans tout, il y a un côté très psychologique. Je veux dire, on obtient des compétences en faisant les choses. On n'obtient pas les compétences en faisant rien. Et je pense aussi, on obtient aussi des compétences et un savoir parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. C'est plus facile d'apprendre quelque chose qu'on aime que d'apprendre quelque chose qu'on déteste. Ouais, et en bien fin sûr. de compte, je suis convaincu que si on prend du plaisir à être sur le terrain, on s'entraînera mieux, on s'entraînera plus dur que si on prend pas de plaisir à l'être. Alors oui, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des trucs, mais je pense. On... Alors, on a un petit souci pour la dernière phrase d'Eliott. Ça va se reconnecter, hein. Ne vous inquiétez pas, on va se reconnecter dans un instant. Et voilà, Eliott, on t'entend là. Ah, allô? Allô? Ouais, là, on t'entend, nous. Je sais pas si tu nous entends. Nous on t'entend. Allô? Bon, vous savez quoi, les amis, ce qu'on va faire, on va rappeler, hein, on va rappeler Elliot, y a pas de souci pour faire la conclusion. Donc, Elliot on a été coupé, hein, y a pas de souci. On va revenir dans un instant. On a fait quasiment une heure d'émission. On avait prévu 40 minutes avec Elliot, mais on a fait une heure. Allô? Allô? Ouais, Elliot, on t'entend. Ouais, désolé, on a été coupé. Ouais, pas de problème. Donc je disais que voilà, ça, je pense que c'est applicable à tout le monde et c'est pas très compliqué. Bah écoute Elliot, je veux te remercier d'avoir été avec nous sur C'est plus que du foot, l'hors-série, le premier tennisman qui est passé chez nous. Bah merci infiniment, bonne chance pour la saison prochaine. Au plaisir de se voir à Marrakech ou à Roland-Garros, j'espère. Ah bah avec grand plaisir, n'hésitez pas à m'écrire, j'espère être à Roland-Garros prochainement. Et encore merci pour l'invitation et ça fait toujours plaisir de repartager des bons moments qu'on a passés en reparlant un peu du passé et ça me donne énormément de motivation pour arriver à revenir où j'étais rapidement, en bonne santé surtout. Eh ben ça me fait très plaisir, merci Elliot. Merci, bonne soirée. Salut. Eh ben les amis, on arrive au bout de cette interview. Merci Rally d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Pour cette première C'est plus que du foot hors série, hein, il y en aura d'autres très prochainement. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Grand Paris. Salut.